Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une bonne présentation avec Speech de votre PFE. En fait, cette présentation, c'était de mon projet de fin d'études de cycle ingénieur. On commence. Bonjour, monsieur le membre du jury. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin d'études qui a pour titre l'étude de l'échangeur d'accès sur l'autoroute A1 à Azure City, présenté par Cheikh Mohamed Nasser. Donc, mon projet de fin d'études a été effectué aux sociétés Charbon et compagnie, précisément dans la direction d'études, portant sur l'étude détaillée d'un tronçon routier qui contient un ouvrage de franchissement sur l'autoroute A1. Ce projet s'inscrit dans le contexte de l'amélioration de l'infrastructure et de transport le public de Tunis. Le projet se situe à l'est de l'autoroute A1 et au sud on trouve Edmilien. Elle permet tout le mouvement d'échange dans tous les sens ou les directions de l'autoroute A1 au niveau du point kilométrique numéro 1 vers le nouvel centre de commercial Azure City. Cette présentation est composée par trois parties. On commence par la première qui est l'étude routier, qui regroupe l'étude trafic, géotechnique, dimension mode chaussée et étude géométrique. On passe par l'ouvrage d'art, qu'on trouve choix de variantes, conception de l'ouvrage, hypothèse de calcul, étude de tablier, étude des appuis et étude de fondation. Et on finit par la valorisation de sédiments qui ramifie l'introduction, valorisation des sédiments, caractéristiques physiques. On commence par l'étude routier. L'étude routier nous permet de déterminer la structure de chaussée, le volume de déblai, de remblai, etc. Le premier but est de déterminer la structure de chaussée. On commence en premier lieu par déterminer l'étude trafic. Pour cela, on doit fixer les paramètres de calcul suivants. Largeur de chaussée, taux de croissance, durée de vie et l'année mise en service. Après calcul, j'ai trouvé que le nombre total de véhicules journaliers à l'année mise en service est égal à 5394 véhicules par jour, qui appartient à l'intervalle 7200-3300. Donc, on a un classe T2. Pour la partie géotechnique, puisqu'on va travailler avec des granulats du Jbel Ersas, c'est qu'ils sont égaux à 80% et strictement supérieurs à 20. Donc, on a un S4. Donc, puisqu'on a T2 et S4, on peut déterminer la structure de chaussée d'après les fiches des catalogues des routes tunisiens. On adopte 5 fiches possibles. Après un rapport qualité-prix, j'ai choisi la fiche numéro 1, qu'on trouve 6 cm bébé dans la couche de roulement, 15 GRH et 20 GRH pour la base et la fondation. On passe à la partie géométrique, qui se divise en trois sous-parties, conception plan, longitudinale et transversale. On commence par la conception plan. On a le levier topographique comme données. On fixe les paramètres de la conception plane, quels que soient les rayons ou les clodoïdes. Cette fixation d'après les vitesses de référence et le nombre de voies. On a pour les vitesses de référence 40 km par heure et 2 voies. Voici l'axe en plan donné par le logiciel piste 5. Ensuite, la conception longitudinale. Donc le même principe on doit fixer les paramètres de traçage selon la vitesse de référence qui est égale à 40 km par heure. Voici le profil en long donné par logiciel piste qu'on trouve une bretelle d'entrée-sortie et bretelle de sortie. Et on finit par la conception transversale. Voici le profil en travers type pour le bretelle unidirectionnelle, bidirectionnelle et bidirectionnelle avec un dévers maximal. Profil en travers donné par le logiciel piste. La signalisation routier permet au conducteur d'avoir les informations sur les directions, la zone, vitesse maximale, etc.
et à la fois pour le protéger contre les accidents. Voici notre plan de signalisation routière. On passe à la partie ouvrage d'art. La partie ouvrage d'art sert à déterminer la conception, les dimensionnements et le ferraillage des éléments structuraux allant du tablier vers la fondation. Pour cela, on commence par le choix de variante. Variante possible. Il existe trois variantes possibles: pont métallique, pont mixte, pont béton. On ne peut pas travailler ni avec pont métallique ni avec pont mixte car on a une ouverture très importante et plus coûteuse et nécessite des entreprises spécialisées. Pour le pont en béton, on a pont poutre et pont dalle. La même chose, la variante pont dalle est écartée car on a une autoroute et on ne peut pas fermer l'autoroute lors de l'exécution. Pont à poutre béton précontraint, pont à poutre béton armé. Pour la pont à poutre béton précontraint, on a deux travées. Et pour l'autre pont, on a quatre travées. Voici les détails de notre projet qu'on trouve une coupe longitudinale transversale avec le prédimensionnement des éléments structuraux. La largeur chargeable égale à la largeur roulable égale à 7,5 m, donc notre pont est de première classe. Le nombre de voies égale à 2. Chaque projet a ses hypothèses de calcul. Pour cela, on doit fixer notre hypothèse de calcul concernant notre projet. On commence par le béton qui se récap dans ce tableau. Dans l'acier, on a trois types d'acier qu'on va l'utiliser. On trouve la haute adhérence, le rond lisse et le précontraint. Dans le cadre de l'étude de la structure du pont, on commence par le tablier qui se compose de poutres, ordi, entretoises. Pour l'étude poutre, les sollicitations de calcul sont déterminées à partir de coefficient de répartition transversale multiplié par les sollicitations. Les lignes d'influence de ces courbes-là sont déterminées à partir de l'interpolation de θ, alpha et y. Voici les tableaux récap de la poutre centrale et de la poutre de rive. Pour avoir une poutre modèle, on compare les CRT de poutre centrale et de rive et on prend le max entre eux. Les sollicitations de l'ordi se divisent en flexion locale et flexion globale. La première phase est étudier l'impact de diffusion de charge. Ces combinaisons servent à déterminer le moment fléchissant et l'effort tranchant appliqué par la surcharge le plus élevé afin de le calculer sur appui et entravé suivant x, x et y, y. D'après la répartition du moment de dalle continue, on obtient le tableau suivant. Dans la flexion globale, le calcul des sollicitations se fait de façon similaire à celui-ci de CRT, poutre principale, à base des lignes d'influence calculées sur 1 mètre de largeur. La combinaison suivante est utilisée pour la détermination du moment global de calcul. Puisqu'on a les flexions locales et flexions globales, on peut déterminer les flexions totales. Voici notre ferraillage. On passe à l'entretoise. A l'aide de l'EGC et l'RDM6, on peut déterminer le moment fléchissant et l'effort tranchant appliqué à l'entretoise. Ceci est le tableau récap des moments fléchissants et effort tranchant à l'ULU et à l'ULS en appui et en travée. Le ferraillage en travée et sur appui. On passe à l'étude des appuis. On commence par l'étude d'appareil d'appui. Pour faire une étude de l'appareil d'appui, il faut déterminer les éléments suivants: souplesse des appuis, effort de véreinage, effort dû à la déformation thermique et au retrait, rotation. Voici le dimensionnement de notre appareil d'appui. Il faut toujours vérifier les conditions suivantes: conditions de cisaillement, conditions de non-glissement, conditions de l'épaisseur de crête.
Pour le bossage, il y a deux types de bossage. Bossage inférieur sur lequel repose l'appareil d'appui et le bossage de véreinage qui sert au soulèvement du tablier. Les deux sont ferraillés de même manière, ce qui présente la figure suivante. On passe à l'étude culée. On commence par le mur garde-greffe. Il est de hauteur 2,14 m, épaisseur 0,30 m. Son ferraillage est proposé par la fascicule 62 de Cetra, qui est indiqué dans le diapo. Puis la dalle de transition. Sa longueur est de 11,20 m, largeur de 3 m, épaisseur de 30 cm. Voici le ferraillage de la dalle de transition. Ensuite, le mur en retour. Voici la charge appliquée sur le mur en retour. Les dimensionnements de mur en retour et le ferraillage de mur en retour. Pour le corbeau d'appui, voici les charges appliquées sur le corbeau d'appui. Et voici le ferraillage de corbeau appui. Armature supérieure tendue 4H12, armature inférieure 4H10, armature de répartition 3H10 et armature verticale de 4F8. Chevêtre. Voici les dimensionnements de notre chevêtre. Pour les sollicitations, on a les sollicitations dues au chargement d'exploitation où on prend comme chargement le poids propre, les réactions des tabliers et les charges militaires MC120. Les sollicitations lors de la phase de vérinage avec les réactions du vérin comme charge et le moment par l'excentricité transversale des charges où on distingue la flexion et la torsion. Donc, pour les armatures de flexion, on a armature supérieure égale à armature inférieure 8 égale à 8H à 20, espacement de 26 cm. Armature transversale 4 cadres et un épingle phi 12, tous les 25 cm. Pour les armatures de torsion, on a armature longitudinale 6H à 16, espacement de 13 cm. Et armature transversale 4 phi 12, tous les 25 cm. Voici notre ferraillage. Je vais être sur pile. Voici les dimensions de notre chevêtre. Pour la sollicitation, le même principe de calcul de l'autre chevêtre. Et on trouve comme ferraillage les armatures de flexion, armature sup égale à 9H à 20, armature inf égale à 9H à 20, espacement de 26 pour les deux, armature transversale 4 à 4 et un épingle phi 12 tous les 25 cm, armature de torsion 6H à 16, espacement de 13 cm, armature transversale 4 phi 12 tous les 25 cm. Voici notre ferraillage. Le principe de calcul est de comparer la charge descendante avec la charge admissible de sol. Voici la formule de calcul de charge admissible de sol. Q égale à 0,5 Q pointe plus 0,7 Q frottement. Voici les variantes possibles côté autoroute et côté Azure City. J'ai choisi la deuxième variante. D'après le déduit, on a le ferrage de la pieu est égal à 0,5% de sa section. Donc voici notre ferrage de pieux. Le même principe de calcul pour les pieux sous pile centrale. Voici le ferraillage. Puisque notre sol est mou, il faut rigidifier par une inclusion rigide des pieux CFA de maillage 2 mètres. Voici le ferraillage. On passe à la troisième partie, la valorisation des sédiments fluides. On commence par l'introduction. Le dragage des sédiments se fait en Tunisie en durée moyenne de chaque 10 années. Voici le volume de chaque port d'après l'OMMP.
Dans ce diagramme, on trouve le principe, les étapes de gestion des sédiments. L'idée est de remplacer les matériaux de remblai par les sédiments pluvieux. Le port le plus proche de notre projet se situe à 23 km et le port de Rats-la-Golette. J'ai pris 3 échantillons. Voici les essais avec les normes qu'on va appliquer sur les 3 échantillons. On commence par l'analyse granulométrique. On trouve 85% de limon et d'argile, 13% de sable. Donc limon argileux légèrement sableux, la courbe granulométrique est moyennement graduée. Ces sédiments peuvent constituer des dépôts moyennes compactibles et de moyenne capacité portante. On passe à la teneur d'eau. Qu'on trouve une teneur d'eau moyenne de entre 37% et 40%. Teneur en eau très élevée. La limite Atterberg qu'on trouve WL est 52, WP 16,6, IP 35,4, IC 0,33. Argile est très plastique avec consistance très molle. Proctor. Donc le teneur de l'eau est optimal pour notre cas est 20%. CBR. L'importance du sol est nulle. Donc malgré la disponibilité et la liberté de ce matériau, mais on ne peut pas travailler avec un remblai pour les lampes taxées. La solution est d'ajouter soit le chaud, soit un pourcentage bien déterminé du ciment. On finit par la conclusion. Donc la partie route sert à étudier le tronçon routier et déterminer qu'il y ait de profil, ainsi les plans de signalisation. La partie ouvrage d'art pour les éléments structuraux, son dimensionnement et leur ferraillage. Et on finit par la valorisation des sédiments qui sert à la gestion des déchets. Donc, merci pour votre attention.